L'échiquier international, bienvenue à vous. Roumanie, pays oublié souvent, pourtant pilier de l'Est européen, du Sud-Est pour être précis, où se joue une présidentielle cruciale actuellement, mine de rien, qui concentre les regards au-delà de ses bordures. Roumanie, un pays stratégique, membre de l'OTAN depuis 2004 et surtout de l'Union européenne. Contexte du conflit ukrainien incite les décideurs de Bruxelles, les mondialistes, de faire jouer à Bucarest un rôle de premier ordre contre Moscou, sauf que ces menées sont peut-être en train d'échouer. Pourquoi ? Des tourments politiques actuels esquissent plutôt un bras de fer avec les instances européennes, un mouvement souverainiste où certains simplifieront à l'extrême droite aurait le vent en poupe pour les présidentielles. Le candidat Georges Simion, chef de l'Alliance pour l'Union des Roumains, est arrivé en tête du premier tour avec 40,5% des suffrages. Le deuxième tour est prévu pour le 18 mai prochain. Et comme on va le voir, ce qui se joue, mine de rien, va au-delà d'une simple présidentielle. On en parle tout de suite. Pour parler de la situation politique de la Roumanie, des présidentielles et ses éventuelles conséquences sur l'Est européen, voire au-delà, j'accueille l'auteur et le spécialiste du monde slave, un slaviste, on dit je crois, Bruno Derebski, professeur des universités à INALCO, également de Paris, Institut national des langues et civilisations orientales. Bienvenue. Merci bien, bonjour, bonsoir. Alors, Bruno Derebski, un second tour des présidentielles est prévu pour le 18 mai, donc dimanche. La première manche a vu l'arrivée en tête du candidat Georges Simion, chef de l'Alliance pour l'Union des Roumains avec 40% des suffrages. Il affrontera le 18 mai Nikusor Dan, un technocrate sous étiquette des indépendants. Les médias du pays et les médias européens évoquent des présidentielles roumaines où il y aurait deux franges de la société qui s'affrontent. Quel est votre regard sur la situation et sur ce qui se joue avec ces présidentielles ? Alors évidemment, c'est très important ce qui se joue parce que la Roumanie n'est pas un pays tout petit. C'est déjà un pays quand même qui fait 230 000 km², donc à l'échelle de l'Europe orientale, c'est un pays de taille moyenne, voire moyenne supérieure. Ensuite, c'est un pays qui est limitrophe de l'Ukraine, qui, comme on le sait, est en guerre, et c'est donc un des pays qui joue un rôle essentiel dans le dispositif de l'OTAN en direction de l'Ukraine. Donc c'est évidemment quelque chose qui est très important, puisque le candidat qui est arrivé au premier tour lors du dernier scrutin est un candidat qu'on classe extrême droite, terme qui ne veut strictement rien dire dans le contexte régional, puisque on voit apparaître pays après pays des candidats qui sont critiques à l'égard de l'Union européenne et surtout à l'égard de l'engagement de leur pays en Ukraine et qu'on peut classifier d'extrême droite à l'occasion d'extrême gauche. Mais enfin, on a vu Orban qui est classé à droite à la tête de la Hongrie, et le Premier ministre Fico, qui lui vient du Parti communiste et est devenu social-démocrate, mais qu'on peut évidemment classer à gauche. Mais tous ces candidats et tous ces chefs d'État ont en commun de remettre en cause la politique de l'OTAN et de l'Union européenne en direction de l'Ukraine. Et c'est évidemment ce qui se joue aussi en Roumanie, comme d'ailleurs dans d'autres pays de la région, où il va y avoir des élections, en République tchèque ou ailleurs. Et en fait, on voit bien que la Roumanie risque de devenir le prochain pays menaçant, si je veux dire, à l'égard des institutions européennes, ce qui évidemment provoque à Bruxelles une peur très importante, puisque si la Roumanie bascule, c'est déjà quelque chose de très important, c'est un réaménagement géopolitique qui devrait d'ailleurs annoncer d'autres réaménagements dans tous les pays de Balkans et même un peu plus, puisque les élections tchèques laissent entendre que la Tchéquie pourrait elle aussi basculer. Donc c'est véritablement un enjeu crucial parce qu'on voit que les anciens pays du bloc de l'Est intégrés dans l'Union européenne sont de plus en plus sceptiques
sur les politiques qui ont été menées au cours des 30-40 dernières années. Alors Bruno, revenons en arrière si vous voulez bien. Le scrutin des présidentielles devait avoir lieu en novembre. Il a eu lieu en effet. D'ailleurs, il a surpris avec un fort taux de participation. La dynamique a donné la victoire à Călin Georgescu, haut fonctionnaire international, est devenu par la suite un espèce de penseur souverainiste, on va le présenter comme ça. Donc des élections ont été annulées par la suite et annulées par la Cour constitutionnelle. Dites-nous pourquoi. Tout simplement parce que la Cour constitutionnelle a estimé qu'il y avait eu ingérence étrangère, concrètement ingérence russe, dans le processus électoral, ce qui est une innovation tout à fait étonnante dans la mesure où c'est prendre les citoyens d'un pays pour des êtres manipulables sous prétexte que sur Internet, il y a des campagnes qui vont dans un sens ou dans un autre. Et évidemment, le résultat est que les Roumains sont encore plus en colère à la suite de l'annulation de ces élections qu'ils pouvaient l'être avant, et on en voit le résultat, justement, c'est l'avancée de la percée ce candidat Simion aux élections actuelles. Alors surtout, ce que les Roumains, enfin une partie des Roumains mettent en colère, c'est les instituts de sondage qui donnaient 1% des intentions de vote à 3 semaines avant le scrutin à Călin Georgescu. Alors il était en lice face à Elena Lasconi, la candidate pro-européenne, mais pas très connue. Donc cela a fait un énorme choc au pays, si bien que le président en place, Klaus Iohannis, a été obligé ou est en train d'être contraint à la sortie, tout simplement. C'est-à-dire ce qui s'est passé, une espèce de cacophonie qui met le pays en crise politique. Oui, tout à fait. Et en ce sens-là, moi, je dirais que la Roumanie est tout à fait révélatrice d'une évolution pour le moins hasardeuse des pays de l'Union européenne. Alors évidemment, ça se voit beaucoup plus dans l'Europe de l'Est et du Sud-Est, mais c'est un phénomène général. On assiste depuis plusieurs années à des entorses successives à la démocratie et surtout à un isolement des élites, en particulier des élites euro-atlantiques, qui tout simplement sont déconnectés des réalités, ne comprennent pas une grande partie de la société, en particulier ce qu'on appelle les classes populaires, d'où l'usage de ce terme devenu péjoratif, mais à l'origine il ne l'était pas, de populisme, qui témoigne tout simplement que les élites croient dans des sondages qui sont souvent fabriqués. On parle, enfin les politologues en Europe parlent de sondocratie, système de sondage qui en quelque sorte sont censés préparer l'opinion publique à faire entre guillemets le bon choix. Mais quand l'opinion publique ne fait pas le bon choix, ce qu'on a vu en Slovaquie, ce qu'on a vu en Hongrie, mais ce qu'on voit aussi à l'occasion en France ou en Allemagne. Ce qu'on risquait de voir en Allemagne avec l'AfD. Exactement, voilà. Exactement. Et donc, à chaque fois que les élites se rendent compte que le paysage virtuel dans lequel ils se meuvent ne fonctionne pas et ne correspond pas à la réalité, alors ils cherchent des complots extérieurs. Alors évidemment, le bouc émissaire idéal, c'est la Russie, qui manipulerait les Roumains comme elle a manipulé d'autres peuples. Cette idée que des peuples sont manipulables est totalement contraire à la démocratie. Puisqu'on part du principe en démocratie qu'un peuple est adulte et sait faire ses choix en âme et conscience sans être manipulé. Dire qu'un peuple peut être manipulé, c'était justement le cas des élections roumaines de novembre, c'est dire que le peuple n'est pas adulte. Et c'est donc dire que la démocratie n'est pas un système de pouvoir populaire, mais un pouvoir d'élite. Et c'est contre cela que les gens votent pour les candidats dits populistes. C'est-à-dire, en fait, on peut évidemment penser ce qu'on veut de ces candidats, mais en quelque sorte, ils véhiculent le mécontentement assez largement massif, et même parfois majoritaire, de citoyens qui considèrent que la démocratie n'existe plus. C'est ce que beaucoup de Roumains, ce qui est sorti après cette phase
de beaucoup de Roumains qui disaient ça, hein, qui ne croient plus, déjà qui ne croient pas en la thèse de la manipulation du complot russe. Mais ils disent également que Georgescu est dérangé parce qu'il proposait une autre voie. Alors un mot sur son programme. Il parlait de souveraineté monétaire, il parlait de neutralité militaire, il parlait de réforme agraire, de réarmement moral entre guillemets. Il voulait une espèce de Roumanie libre, chrétienne, enracinée, tournée vers les BRICS et non pas vers, il le dit lui-même, vers la servilité otanienne. Tout à fait. Alors bon, Simeon a un peu modéré, si je peux dire, le discours par rapport à Georgescu, mais fondamentalement, la question qui se pose, et que Simeon aussi pose, c'est la question de la démocratie, du caractère bureaucratique, pour ne pas dire non démocratique, de l'Union européenne et des intérêts nationaux qui ne dépendent pas de décisions d'aller en guerre ou de soutenir un pays en guerre qui n'est pas directement menaçant pour le pays concerné. Et c'est évidemment le cas de la Roumanie, parce qu'il faut évidemment se rendre compte que la Roumanie est aux premières loges du conflit en Ukraine, qu'il y a de gigantesques bases militaires américaines en Roumanie, qui au début ont été accueillies avec sympathie dans la mesure où on pensait que ça allait apporter des emplois, etc. Mais en fait, ça apporte surtout de l'insécurité pour les populations qui sont dans le voisinage immédiat de ces bases, parce que les soldats américains ont en général tendance à se comporter comme des cow-boys. Donc tout ça entraîne un mécontentement qu'on retrouve en Roumanie, mais aussi dans les pays voisins, et c'est ce qui aboutit à ces votes dits populistes. Mais les élites européennes, et pour les élites roumaines pro-européennes, ne sont tout simplement pas en état, ou ne semblent pas en état, de comprendre les causes réelles du mécontentement de leur peuple, tout au moins de fractions très importantes de leur peuple. Et donc, évidemment, on met tout sur le compte de la Russie, comme si à Moscou, on pouvait appuyer sur un bouton et obtenir les résultats électoraux souhaités par Moscou. On accuse une ingérence. Si tel était le cas, ça montrerait que cette démocratie est particulièrement faible. Alors on accuse une ingérence russe via TikTok. Hein, la population roumaine compte, je crois, entre 20 millions et 19 millions d'habitants. 9 millions seraient abonnés donc sur TikTok. En tout cas, face à l'interdiction faite à Călin Georgescu, George Simon a préféré reprendre le flambeau globalement de son message. Peut-être qu'il a arrondi les angles sur certains aspects, mais globalement, il reprend le fond, le contenu. Il a choisi la fidélité. Il a promis de le réintégrer lui-même éventuellement dès sa victoire, dans un rôle d'inspiration et de reconstruction stratégique. Donc on parle de quelqu'un, je parle de George Simon, qui a engrangé 40% des voix au premier tour. Qui est-il ? Tout à fait. Qui il est ? Est-ce que vous pouvez nous présenter ? C'est un homme politique qui est, disons si je peux dire, apparu assez récemment sur le devant de la scène, mais qui véhicule tout simplement justement cette image d'homme relativement neuf dans un pays où les élites politiques, toute orientation confondue, sont délégitimées depuis fort longtemps, depuis beaucoup d'années, puisque en fait c'est pratiquement, si je peux dire, le bilan du nouveau régime qui s'est installé après 89 qui le fait, et dont on voit d'ailleurs apparaître des éléments intéressants, même si on peut évidemment en penser ce qu'on veut de cela. Dans un sondage d'opinion qui a été mené il y a un peu plus d'un an en Roumanie, on posait la question quel était le meilleur chef d'État que la Roumanie avait eu au XXe siècle, et 60% des sondés disaient Ceausescu. On va en parler. C'est-à-dire en fait c'est très intéressant. La Roumanie avant 89. Et celui qu'on a présenté, la panique. Et celui qu'on a présenté comme étant un dictateur, un tueur, un massacreur. Donc, ça veut dire que la vision que les Roumains ont de ce legs et des Européens et des Occidentaux est très fortement différent.
est très fortement différente. Et évidemment, ça fonctionne à partir des désillusions par rapport aux promesses qui ont été faites aux Roumains. Alors évidemment, vous disiez tout à l'heure que la Roumanie, c'est aujourd'hui entre 19 et 20 millions d'habitants. Il faut savoir qu'en 1989, c'était plus de 23 millions d'habitants. Hein, et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une masse de Roumains a dû quitter le pays. Parce que la situation économique ne leur permettait plus de vivre dans leur pays. Un pays qui se retrouve dans cette situation, évidemment, est un pays qui interroge et où la population s'interroge sur quel avenir pour le pays. Alors c'est vrai que le pays est tout à fait coupé en deux, puisque vous avez une fraction de la Roumanie dont on ne doit pas négliger, et on verra le 18 mai ce qu'il en est, qui est très pro-européenne et qui continue à croire dans ce rêve européen, et dans cette alliance avec l'OTAN, et dans cette opposition à la Russie, etc. Mais vous avez l'autre partie du pays qui regroupe, si on peut dire, les laissés pour compte, ceux qui n'ont plus l'espoir que dans le cadre du système actuel, la Roumanie pourra aller de l'avant. Je n'avais pas prévu cette question, mais je vais vous la poser quand même, à savoir le poids ou la place des réseaux sociaux dans les votes. Simplement, on a envie de dire, est-ce que la démocratie roumaine a été annulée à cause des réseaux sociaux ou à cause de la place ou de la prégnance de ces réseaux sociaux? Alors, il faudrait peut-être poser la question, vous avez raison de poser cette question, mais il faut peut-être la poser à l'envers. C'est pourquoi est-ce que les gens regardent les réseaux sociaux et non pas les médias qu'on appelle en Europe mainstream, c'est-à-dire les principaux médias? C'est tout simplement parce que des franges grandissantes de la population ne croient tout simplement plus dans les grands médias, qu'ils soient publics ou privés, et qui véhiculent tous à peu près le même discours. On nous parle beaucoup de pluralisme, mais évidemment, dès qu'il y a un pluralisme, il émerge dans les réseaux sociaux et il amène la population à faire des choix qui ne correspondent pas aux choix qu'ont fait les médias officiels de l'Union européenne, et en particulier dans le cas roumain, les médias roumains publics ou privés, mais qui dans le fond, tiennent à peu près le même discours, ont à peu près la même orientation stratégique, Union européenne, OTAN, russophobie, voilà. Alors, Georges Simion, parlons un peu de son parti, le UR, ou l'Alliance pour l'Union des Roumains, qui était minoritaire il y a quelques années. Bon, vous avez globalement expliqué son regain de popularité. Alors, ceux qui critiquent Georges Simion l'accusent de vouloir bâtir, une alliance avec la Moldavie voisine, ce que certains Moldaves ne veulent pas. Simion est interdit de séjour en Ukraine à cause de ses envolées lyriques et critiques contre Zelensky, la guerre en Ukraine. Il a annoncé que s'il était élu ce dimanche, quelques changements de ce côté-là auraient lieu. On le rappelle, la Roumanie partage une frontière avec l'Ukraine, vous l'avez dit, et que surtout le président Iohannis a décidé de livrer des munitions en guise de soutien contre la Russie. Simion a dit que s'il arrivait en tête dimanche, ça serait terminé. Tout à fait, ça c'est certain. Alors il faut aussi savoir que non seulement la Roumanie est proche de l'Ukraine et donc joue un rôle essentiel dans le dispositif d'aide à l'Ukraine de l'OTAN, mais il faut aussi savoir que vous avez en Ukraine 500 000, à peu près un demi-million de citoyens ukrainiens qui sont roumanophones, et que la politique qui est suivie en Ukraine depuis 2014 est une politique d'éradication des langues dites minoritaires. Alors ça a commencé avec l'éradication de la langue russe, mais ça se poursuit avec l'éradication de la langue roumaine et de la langue hongroise et d'autres langues minoritaires. Et donc, évidemment, on peut comprendre que les Roumains de Roumanie ne sont pas satisfaits par la politique répressive qui se déroule en Ukraine, alors présenté en Europe occidentale comme un champion de la démocratie, mais un champion de la démocratie où on a interdit 14 partis politiques et mis en prison un certain nombre de leaders politiques ou de journalistes. Donc dans ce contexte-là, évidemment, on peut comprendre que l'opinion roumaine, qui est mieux au fait de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière en Ukraine, ne voit pas dans l'Ukraine un allié et un ami absolument sincère,
D'où ce relativisme à l'égard de la guerre de l'Ukraine, même si en principe on peut dire que la Russie n'est pas un pays particulièrement populaire en Roumanie, mais il n'en reste pas moins que pour les Roumains, la guerre entre l'Ukraine et la Russie est une guerre qui ne les concerne pas, et c'est comme ça qu'ils voient les choses, et ils n'ont certainement pas envie que cette guerre se rapproche de leurs frontières. Alors en plus, il y a la question de la Moldavie. Alors, la Moldavie est évidemment un pays de langue roumaine, mais avec un conflit territorial qu'on appelle le conflit de Transnistrie. Et donc, d'un côté, beaucoup de Roumains souhaiteraient l'union des deux nations, si je peux dire, roumanophobes, qu'on peut comprendre, mais en même temps, elles n'ont pas envie que le conflit de Transnistrie, qui est un conflit gelé, ne perturbe la vie pacifique de la Roumanie. Or, là encore, l'Ukraine a à plusieurs reprises mentionné la Transnistrie de telle façon qu'on peut penser que dans certains cercles en Ukraine, on envisage de liquider cette république dite autoproclamée de Transnistrie, ce qui évidemment obligerait la Moldavie à prendre position et automatiquement, par voie de conséquence, la Roumanie. On le voit, hein, la thématique de l'Ukraine fait débat au sein de cette présidentielle roumaine. Certains pourfendeurs de Simeone disent qu'il veut récupérer une partie de l'Ukraine à cause d'une minorité roumaine au sud de l'Ukraine, les Bukovines. Faut-il le prendre au sérieux, Bruno ? Alors écoutez, la question aujourd'hui qui se pose, c'est pas tant la volonté d'un pays ou d'un autre de modifier les frontières avec l'Ukraine, c'est la question fondamentale, est-ce que l'État ukrainien est en état de tenir le choc guerrier d'une part, évidemment, la question de la guerre, mais aussi, même si la paix advenait en Ukraine, vu la situation à l'intérieur de l'Ukraine, on peut se poser la question si cet État est encore viable dans la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Beaucoup de gens dans la région et dans les pays environnants, alors pas seulement en Russie, mais justement, c'est aussi dans un sujet qu'on aborde en Roumanie, en Hongrie, en Pologne et ailleurs, beaucoup de gens se posent la question, mais si l'Ukraine s'effondre, dans une espèce de guerre civile qui pourrait arriver dans le cas de défaite militaire éventuelle, mais est-ce que les pays voisins n'auraient pas l'obligation de protéger leurs minorités, c'est pas compatriotes, mais tout au moins les citoyens ukrainiens parlant la même langue que la langue du pays, donc la minorité roumaine d'Ukraine pour la Roumanie, la minorité hongroise d'Ukraine pour la Hongrie, la minorité polonaise d'Ukraine pour la Pologne. Ce sont des scénarios dont on entend parler, alors évidemment en Pologne, en Hongrie et en Roumanie, mais on en entend aussi parler en Russie. Or, la Russie aura forcément son mot à dire en cas d'éventuel cessez-le-feu et de négociation de paix. Alors Bruno, on arrive presque à la fin de notre échange. Je vous pose une question, bon, vous ne lisez pas dans les marques de café, mais quand même, est-ce que la Roumanie est en train de changer ? Est-ce que la Roumanie est en train de vivre un basculement, pas historique, le mot est fort, mais peut-être majeur ? Très certainement. Alors, quel que soit le résultat des élections, les résultats sera serré. Donc, il y a une moitié du pays qui est en train de basculer, et c'est d'autant plus important, ce que vous avez un peu mentionné au début, qu'on assiste aux mêmes évolutions dans pratiquement tous les pays voisins. On a déjà assisté à ces évolutions en Slovaquie et en Hongrie. Si on analyse l'évolution de l'opinion publique en Bulgarie, en Serbie, en Croatie, en Slovénie, en République tchèque, on va dans la même direction. Alors, je ne suis pas, évidemment, comme vous l'avez dit, en état de prévoir les résultats des futures élections dans chacun de ces pays. Et il est clair qu'il y a une frange très importante des populations de ces pays qui sont désabusées à l'égard de l'Union européenne et à l'égard de l'OTAN. Et qu'il va falloir compter avec. Merci beaucoup. Était avec nous Bruno Drevski, professeur d'université à INALCO, auteur. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis.
Bonne suite des programmes sur Al24 News et à samedi.